Bonjour, chers amis de Boisard, bienvenue dans l'émission Sans tabou ni langue de bois. Boisard se trouvant sur Portès et donc de fait sur le canton des Landes des Graves, où va se dérouler un événement important qui touche à la vie de nos concitoyens, les élections départementales. Donc nous nous sommes un petit peu intéressés à cet événement et au fil de nos investigations, s'est dégagée une personnalité, celle de M. Denis Pernin. Et de ce fait, nous avons voulu et essayé de mieux le connaître. Voilà, donc je vous invite à nous suivre et nous allons retrouver M. Denis Pernin. Monsieur Denis Pernin, bonjour. Bonjour. Voilà, alors nous sommes un groupe cinématographique de Portès. Nous nous intéressons donc à la région. Nous sommes venus voir avec vous, évidemment, les divers points que vous proposez. Alors, bon, on peut dire que dans l'ensemble, tout le monde, n'est-ce pas, n'apprécie pas tellement la politique actuelle. Il y a beaucoup de copinage. Vous semblez, après avoir vu le reportage que vous avez fait à Salles, nous avons vu que vous sortez de l'ordinaire. Alors, monsieur Denis Pernin, qui êtes-vous? Écoutez, très simplement, d'abord, merci de m'accueillir, de me faire cette proposition que de révéler finalement au plus profond de moi ce que je suis. Mais déjà, préalablement, vous me posez une question sur la politique, de manière générale, et ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui s'en détournent. Il y en a de nombreuses personnes qui s'en détournent. Bien sûr, mais je l'entends, vous savez, depuis très longtemps. Très clairement, moi je n'en suis pas issu, donc je peux tout à fait comprendre les choses. Je pense que la politique, normalement, se doit d'être noble. Il se trouve que dans le personnel politique national, si on peut déjà commencer comme ça, il y a malheureusement beaucoup trop de personnes qui ont terni, voire démérité, ou rendu justement l'exercice de la politique, malheureusement ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire finalement une espèce de casting avec des problématiques diverses et variées, et puis malheureusement, effectivement, ou des tromperies, ou ainsi de suite. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Ce qui est certain, c'est que je ne confonds pas le national et le local. Ça, c'est un sujet pour moi très important. Je pense que, vous savez, quand vous êtes maire de petites communes, de 200, 300, 400 habitants, même dans la mienne à Podensac, où c'est bientôt 3300, 400 habitants, le maire il est au four et au moulin. Donc il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Je pense qu'il faut que les gens aussi se disent, il y a l'élu dans sa fonction locale et il y a les élus dans un parcours politique, alors soit départemental, soit régional, soit national. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. C'est ça. Alors on peut dire en fait que le local a plus de responsabilités que le national. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Oui. Le local répond à, je dirais, des problématiques immédiates. Mais vous êtes en face du système, en face des personnes qui vous posent des questions, qui vous interrogent, bien sûr. Et à ce moment-là, ça pose un problème très important et ça donne des responsabilités beaucoup plus que sur le plan national où c'est de la politique à bien. C'est ça. Là, on est au plus proche des gens. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le mandat local, c'est qu'on est vraiment en prise avec les problématiques des gens. Et l'exercice d'un mandat, c'est véritablement ça. C'est-à-dire de trouver des solutions pour les gens. Alors évidemment qu'il faut appartenir. Quand on est dans un mouvement, deux choses. On représente des valeurs. Est-ce que je peux dire que je suis gaulliste social ou autre? En tous les cas, j'ai mes valeurs de droite, de centre-droit, équilibrées. Pardon? Et l'idéologie aussi. Bien sûr. Ça fait partie. Bien sûr. Mais après, quand on est dans le local, au service des populations, pour moi, il faut dépasser tout ça. On parle d'un sujet que sont mon parcours, ou en tous les cas ce que je veux faire demain en politique. Moi, c'est rendre service aux populations, véritablement. Donc la politique, son appartenance politique, bon, il faut, je pense, la mettre un petit peu de côté. On a le droit de garder ses valeurs, on a le droit de garder son identité qui conduit à l'exercice de la vie publique, mais en tous les cas, c'est surtout trouver des solutions au plus proche des gens. Et là, le mandat est noble. C'est ça. Monsieur Pernin, alors, nous sommes allés à la rencontre de vos concitoyens, vos futurs concitoyens. Oui.
Et nous avons donc fait des retours de reportage. Tenez, regardez. Bonjour monsieur, je suis avec Monsieur Marzac. Monsieur Marzac. Donc vous allez nous parler un petit peu de monsieur Pernin, Denis Pernin. C'est un homme que vous connaissez. Oui, tout à fait, que je connais très bien, puisqu'on on a évolué un petit peu sur les dernières municipales ensemble. Je le connais en tant que, on va dire, homme politique, puisque maintenant il est parti là-dedans, et ça côté professionnel. Et donc c'est quelqu'un de très ouvert, voilà, qui, pour avoir travaillé avec lui, et qui est très ouvert, surtout envers les jeunes, envers les commerçants. J'allais vous le demander, qu'est-ce qui les différencie des autres en fait? Son côté humain, qui le différencie des autres, son côté humain. Je pense que ce n'est pas un homme qui va chercher à être au-dessus des autres, surtout dans ce milieu politique-là. Donc je pense que son côté humain, c'est ce qui va rentrer en priorité et qui peut l'amener assez haut, je pense. Alors, vous êtes commerçant, c'est vous qui tenez cette fabuleuse brasserie. Monsieur Pernin donc, va se présenter dans le canton des Landes des Graves. Vous avez quelque chose de particulier à lui demander, nous allons bientôt le voir. Oui, tout à fait. Donc, deux petites choses, je pense. Donc, Denis, ça serait, est-ce que tu vas toujours continuer dans ta lancée d'optique sur les jeunes, tout ce qui est animation sportive? C'est très important, je pense, pour nous et pour tout le monde. Et le second point, c'est les commerçants, parce que savoir que c'est quand même Denis Pernin qui a créé l'association des commerçants il y a quelques années de ça, qui s'en est très bien occupé et qui perdure encore dans le temps. Et j'espère justement qu'il va toujours continuer dans ce côté aussi commerçant qui est très important pour nous. Voilà, à l'heure actuelle, surtout pendant ces périodes de Covid, on a besoin d'avoir des gens comme ça. D'avoir des stimulants. Exactement. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter. Je vous remercie infiniment. Alors, monsieur Pernin, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est très intéressant. Je remercie Patrick de dire ce qu'il dit. J'y apporterai une nuance quand même sur le parcours politique qu'il dit que je vais mener. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que c'est plutôt un parcours dans la politique, mais en gardant ce que je suis, c'est-à-dire cette part d'humanité, ce goût des autres. Je ne cherche pas à faire carrière. Voilà. C'est-à-dire que dans le parcours que je mène, j'ai 60 ans, jusqu'à mes 70 ans, je vais continuer ce parcours au service des populations, au service des autres. C'est une continuité. C'est une continuité. Je réussis, c'est bien, c'est tant mieux, parce que j'aurai trouvé ma ressource et j'aurai apporté une plus-value. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Voilà, les choses sont comme ça, mais ce n'est pas une recherche de carrière, comme malheureusement on le voit trop souvent. Alors j'entends ce qu'il dit, et c'est pour ça que j'y apporte cette nuance, parce que c'est ce qui se dit de manière générale. Et je ne veux pas, je ferai tout d'ailleurs pour ça, de ne pas y ressembler. Voilà. Alors on a vu qu'il parlait bien sûr des commerçants, et ces commerçants qui ont été neutralisés à cause du Covid, comme tout le monde sait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les commerçants de la région, du département? Bien entendu. Deux choses. La première, d'abord de dire respectueusement que l'État, et le ministre des Finances en l'occurrence, a particulièrement accompagné et aidé l'ensemble des populations et plus particulièrement des commerces et des entreprises. Je pense qu'il faut le reconnaître puisque dans beaucoup de pays, beaucoup de commerces, puisqu'on parle de commerce, n'ont pas été aidés comme ça. Prenez l'Espagne, prenez le Portugal, prenez l'Italie, ils n'ont pas eu du tout les mêmes soutiens. Donc il faut quand même reconnaître les choses. Ensuite, l'isolement. Et je crois que la problématique souvent de beaucoup de chefs d'entreprise ou de commerce, c'est d'être seul dans les responsabilités du quotidien. Et c'est souvent des problématiques jour et nuit. Je l'ai bien connu. Et d'ailleurs, en créant l'association des commerçants, c'était aussi pour trouver ensemble la possibilité de sortir de cet isolement. Donc il va falloir, au sortir de cette période, être vigilants, les accompagner, voir si tout se passe bien. Et puis comme je suis un homme de terrain, déjà dans ma commune, il y a bien assez à faire, j'irai les voir pour prendre en connaissance leurs problématiques et leur envie d'avancer. Ma foi, tout est clair, tout est dit. Merci et on poursuit. Merci à vous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà. Donc on fait un reportage pour les prochaines élections pour essayer de voir un petit peu
ce que vous en pensez par rapport à ces élections, par rapport un petit peu aux hommes politiques. Il est vrai que moi, pour le moment, je m'y connais pas trop. J'ai pas eu vraiment beaucoup d'intérêt à m'intéresser à la politique, tout ça, depuis ces derniers temps. Donc j'ai pas beaucoup d'avis personnels. Comment vous percevez les hommes politiques en règle générale? Comment je pourrais les percevoir? J'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup. Ils vont parler pendant 3/4 d'heure pour dire quelque chose d'intéressant en 5 minutes. Pour moi, là, voilà, ils blablatent tout ça. Moi je dis, on appartenait à une génération où on avait des utopies, où on pouvait se projeter dans l'avenir. Et moi j'ai des petits-enfants aussi et ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Ils sont plutôt, on va dire plutôt pessimistes. Bah, on va dire que par rapport à votre génération, du coup, nous, on a du mal à se projeter réellement. On peut avoir des objectifs, mais avec les situations, donc on a du mal à se projeter réellement. On peut réussir à trouver une petite maison, tout ça, mais par exemple en tant que jeune, bah, il est très dur d'avoir par exemple des aides, des outils pour pouvoir bien démarrer dans la vie active et ainsi de suite. Ouais, en résumé, c'est que bah, c'est très dur réellement de pouvoir avoir des projets et tout. C'est vraiment le jour pour le jour. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes ont les mêmes chances? Je ne pense pas parce que tout dépend, on va dire, du soutien qu'on a à la maison, chez nous. Si on a des parents justement qui sont peut-être en train de se serrer la ceinture pour réussir leur fin de mois, tout ça. Et il y a peut-être aussi des familles qui sont peut-être un peu plus aisées, qui peuvent se permettre, par exemple, de payer assez facilement des formations pour les jeunes. Le gamin qui veut rentrer dans quelque chose de bien précis, je sais pas, artistique, politique ou n'importe quoi, eh ben, s'il n'y a pas un certain soutien financier que la famille peut apporter, l'État, c'est pas dit qu'il puisse trouver quelque chose pour nous aider, genre une bourse, tout ça. Donc c'est plus réservé à une certaine classe sociale, selon moi. Est-ce qu'un jeune en zone rurale a les mêmes chances qu'un jeune qui est dans une métropole? Ah bah clairement pas, parce que à moins que la métropole ait mis au point vraiment quelque chose, genre des services de transport qui puissent desservir à tel ou tel endroit. Mais dans une métropole, on a vélo, on a tram, on a les bus, on a vraiment tout pour se déplacer. Et voilà. Et est-ce que vous pensez que aujourd'hui vous avez des perspectives d'avenir? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus en position de chute libre que d'avoir des espérances? Pour moi, je pense que vivre au sein de la société, j'ai beaucoup de mal à vivre avec la société. Donc j'essaye de trouver des moyens plus alternatifs. Et aux hommes politiques, vous leur diriez quoi par rapport à la jeunesse? Est-ce que vous avez l'impression qu'on tient compte de vos revendications, de votre situation, des problématiques que vous rencontrez? Je ne sais pas comment ça se passe en haut, parce que c'est un milieu que je ne connais pas. Quand on demande par exemple certaines aides, tout ça, ça met du temps. Et à chaque fois, par exemple, moi en tant qu'intérimaire, je me rappelle que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un appartement, tandis que les étudiants, eux, ils ont beaucoup plus de facilité à trouver des appartements exprès pour leurs études, etc. Ce que je comprends tout à fait, ce qui est totalement compréhensible. Mais au sujet, c'est que quelqu'un qui a un certain revenu relativement régulier, il n'a pas d'appartement, tandis que quelqu'un qui fait des études, qui n'a pas de revenus, il a le droit à avoir un accès au logement. Donc c'est un petit truc que j'ai toujours eu du mal.
En gros, vous me dites que les inégalités, elles commencent avant même que avant même que vous soyez rentré dans la vie active, dans la vie. C'est ça, à peine sorti de l'école, on se retrouve confronté vraiment à des grosses difficultés, ne serait-ce que trouver un logement, commencer à sortir du cocon familial, tout ça, et on a vraiment beaucoup de mal à trouver. Je vous remercie, Guillaume. Mais de rien. Alors, M. Pernel, vous avez vu la revendication des jeunes, ils se sentent délaissés. Et en plus, ils habitent à la campagne, ce qui n'est pas fait pour améliorer les choses. Tout à fait. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet sociétal et c'est un gros sujet pour moi personnellement. Je suis très attaché au devenir des jeunes, pas seulement, bien évidemment, les anciens aussi. Mais les jeunes, d'abord dans cette crise sanitaire, ont été les premières victimes, pour moi, collatérales de cette crise, et d'autant plus dans nos campagnes, parce qu'il y a l'isolement. C'est ça. Vous savez, Ils dépendent de leurs parents, en fait. alors ils dépendent de leurs parents, mais les parents n'ont pas tous les mêmes moyens. Il y a des parents qui ont des moyens financiers, et ces jeunes-là, même en campagne, pourront être aidés. Mais pour autant, on ne résout pas leurs problématiques. Je crois qu'aujourd'hui, sur nos territoires, et c'est ce que j'ai observé depuis très longtemps, c'est que accompagner les jeunes, c'est les accompagner pour les faire venir vers le travail, vers l'emploi. Moi, ça, c'est mon ADN. Leur donner une allocation de plus, un revenu minimal, un filet de sécurité. Alors on parle de sécurité, on parle d'un filet, c'est-à-dire que vous êtes pendu en l'air et plutôt que de tomber par terre, on vous met un filet. Oui, mais ça veut dire que vous êtes en train de tomber. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de dire que de donner une allocation qui finalement, une fois qu'elle sera terminée, on va revenir à la case départ, et je crains même qu'on passe à travers le filet, c'est plutôt de dire, on cherche des entreprises avec tous les dispositifs que nous avons, et je suis secrétaire de la mission locale, je peux vous dire que des dispositifs, il y en a, mais il faut pouvoir les activer. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut être pragmatique. Il faut dire, voilà les jeunes qui souhaitent faire quelque chose. Tous ne souhaitent pas, mais pour autant, il y en a qui souhaitent. Il faut les accompagner individuellement, d'abord sur eux-mêmes, on appelle ça du coaching, sur de l'estime de soi, retrouver l'envie de faire des choses, mais en se resituant. Et puis, d'un autre côté, le parcours de formation et les entreprises. Et à partir de là, on va les remettre sur un parcours noble. Le travail est noble. On peut dire tout ce qu'on veut, on trouve de l'existence, de la substance, parce qu'on peut raconter quelque chose autour de la table quand on est dans les familles. Moi, je fais tel travail. Et c'est utile. Il y a aujourd'hui des besoins partout, et ces jeunes-là, donc, il faut les emmener là. Et donc, j'en reviens, leur donner une aide supplémentaire, il faut que cette aide soit intégrée dans un processus général. Et là, les jeunes vont les sortir de la situation. Et surtout, en ce moment, parce qu'ils ont été fortement touchés, je ne vais pas parler que des étudiants et autres, et sur nos secteurs de campagne, avec l'isolement, les problèmes de mobilité et autres, je peux vous dire que c'est une drôle de galère aujourd'hui pour un jeune sur nos territoires. Et c'est là que le politique, au sens noble du terme, peut émerger, c'est-à-dire porter des problématiques et dire, écoutez, voilà, moi j'ai compris ça. Et moi, dans mon parcours personnel, dans ma singularité, c'est de dire, je comprends ces problèmes-là, je sais aussi les relations que j'ai dans le monde économique, et bien on va essayer de créer des ponts pour les en sortir. Parce que le but, c'est ça, c'est de les en sortir. C'est votre travail pour les jeunes, un espoir pour les jeunes. On peut dire aussi pour ceux qui sont après les jeunes, c'est-à-dire 20-30 ans, qui cherchent du travail et qui ont évidemment les mêmes problèmes. Bon, alors là, on est dans un débat beaucoup plus large, Oui. C'est la dynamique économique. Ça veut dire qu'on rentrera là dans des discussions que sont celles de la métropole et ce qu'on appelle les territoires ruraux ou la fracture territoriale. Bon, là, c'est des sujets plus profonds, c'est des sujets d'implantation territoriale d'entreprises. D'abord, il faut maintenir l'existant. Et ensuite, il faut aller apporter des entreprises nouvelles. C'est des sujets. C'est des sujets, je dirais, d'équipement de territoire. Et là, j'ai toujours voulu, moi, travailler entre métropole et territoire, on dit extérieur, dans nos campagnes, pour qu'il y ait ces liens-là. C'est-à-dire qu'il faut que le ruissellement se fasse. Les métropoles, économiquement, effectivement, ont évolué. On ne peut pas leur en faire le reproche. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu
je dirais, de retour suffisant vers les territoires plus extérieurs. Donc ça, il faut y travailler. Et là, on pourra, à partir de là, mettre en place des politiques, des actions, des hommes. Parce que les politiques, c'est des hommes et des femmes. Il faut les mettre autour d'un projet, avec ces sensibilités, pour pouvoir faire émerger des solutions. Les anciens, qu'en pensez-vous? Ah ben ça, c'est une drôle d'expression, les anciens. Elle ne me plaît pas particulièrement. Je parlerai plutôt des liens de génération et des grands-parents. Et des grands-parents. Je pense que pour moi, les grands-parents sont une boussole. Je pense qu'un jeune ne peut pas exister sans ce rapport à ses grands-parents. C'est nécessaire et c'est nourricier. Moi, je n'ai plus mon père, j'ai plus ma mère et j'ai plus mes grands-parents. Et vous savez, parfois dans la vie, quand on s'investit, quand on fait son parcours, il y manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Son père, sa mère et ses grands-parents. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, dans cette difficulté, dans ces moments de perte de repères, ou de chercher leurs repères, il est nécessaire, autour de la famille, des moments familiaux de rencontres, d'avoir à côté de soi les grands-parents. Alors pourquoi? Parce que souvent d'ailleurs, on les retrouve dans les associations. Ils sont nécessaires. Quand j'étais président d'associations de commerçants et dans les clubs d'entreprise que j'ai créés, j'ai été chercher. Parce qu'en plus, je les appelle un peu les sages. Il y a quelqu'un qui va voir ce que je veux dire, mais dans mon conseil municipal précédent, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé aussi à temporiser, parce qu'il avait aussi son parcours. Donc pour moi c'est nécessaire. Et dans ce qu'on souhaite faire, nous, dans cette campagne, ou en tous les cas ce qu'on veut apporter, c'est de dire attention, tout le monde est important. Mais les grands-parents sont utiles. Ils sont utiles dans les associations. Ils apportent économiquement aussi, bien entendu, quand ils en ont les moyens, parce que malheureusement, beaucoup de retraités, c'est les grands-parents, donc dont les enfants observent ça, n'ont pas forcément toujours les moyens suffisants. Mais pour autant, ils apportent quelque chose d'essentiel. Ils sont disponibles et ils ont surtout ce bagage d'expérience et de sentimentalité pour beaucoup, qui apporte de la nuance dans nos campagnes, et ça c'est important. Et surtout leur action de bénévolat. Voilà, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Sans eux, moi j'aurais très clairement, puisque quand une association de commerçants, ce sont d'abord des commerçants, artisans et autres qui sont dans l'action du quotidien. Mais il faut gérer derrière l'association. Et c'est souvent les grands-parents ou personnes qui n'ont plus l'activité professionnelle qui viennent nous aider. Ils sont essentiels, bien sûr. Comme vous dites, bien sûr, c'est eux qui gèrent toute la génération future et qui va arriver, et les parents, bien sûr, puisque les grands-parents sont par définition c'est un peu les parents des parents. Voilà. C'est des phares dans la vie. Voilà. Ils éclairent la côte, et ils éclairent la côte pour aller dans l'inconnu vers la mer, et puis derrière le territoire et les campagnes. Alors, Monsieur Pernel, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs personnes, plusieurs commerçants aussi, vous allez le voir. Regardez ce qu'ils disent. Un reportage sur les prochaines élections. Et je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, je vais juste vous demander est-ce que vous ferez le déplacement pour aller voter? Je ne suis pas sûr. Je vais essayer de faire l'effort d'y aller, mais je ne suis pas sûr. C'est pour les régionales, là, c'est ça. C'est Régional et départemental. départemental, oui, mais je vais essayer. Normalement, je me fais un devoir d'aller voter. Bon, c'est vrai que ce n'est pas les élections qui nous passionnent le plus, mais en effet, par civisme, on essaie d'y aller quand même. Et puis bon, parce que la démocratie ne nous offre pas plus de choses que ça, donc si vous voulez, on y va, quoi. Il faut y aller, quoi, normalement. Alors justement, vous parlez de démocratie, parmi beaucoup de personnes qu'on interviewe, beaucoup nous disent non, moi de toute façon je n'irai pas. Alors bien sûr on pose la question si c'est à cause du Covid. Et paradoxalement ils nous disent non, c'est parce qu'en fait c'est le système, il est pourri, ça ne sert à rien, c'est vicié. Et donc paradoxalement ce qui nous a surpris c'est pas tellement le Covid, c'est qu'en fait les gens ne croient plus au système et que Je sais, oui. Et vous en pensez quoi vous personnellement? Moi, c'est pas que j'y crois plus que les autres, mais si vous voulez, je m'accroche à ce qui existe. Autrement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Moi, je prends le problème inverse. Qu'est-ce que c'est qu'ils veulent de mieux? Quels sont les autres modèles autour de nous qui offrent mieux? Moi, j'en connais pas. S'ils en connaissent, c'est qu'ils ont qu'à le dire. Et ce qui ressort, c'est qu'en fait, notre système démocratique, il repose plus sur un système de liage, de ci, de là, et
que l'expression du citoyen. Je sais pas, il y a une exaspération générale. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent mettre un... En fait, ils sont exaspérés, ils s'agitent, mais ils ne proposent rien de concret. Il n'y a rien qui ressort de ça. C'est ça qui je veux dire. Moi, ce qui existe aujourd'hui, c'est peut-être pas formidable, mais je ne connais pas mieux. C'est tout ce que je dis. Après, bon, voilà. Moi, je me raccroche à ce qui... Voilà. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne sais peut-être pas la façon qu'ont les autres, mais tant pis. Voilà, chacun sa personnalité, on fonctionne comme ça. Donc moi, je vais à ce genre d'élection. C'est pas ce qui me passionne le plus, je vais plus au présidentiel, etc., ou au municipal. C'est là j'y vais aussi, je connais un petit peu quelques-uns là-dedans. Voilà. Ouais, jamais sûr de soi. Mais c'est surtout cette lassitude que les gens ont par rapport au système. Il y a une lassitude, il y a une exaspération. C'est vrai que les politiques aussi, ils n'ont pas toujours été exemplaires. Donc si vous voulez, ils ont fait, de par leur action, ils ont fait en sorte de... Ils n'ont peut-être pas fait exprès, mais ça a marché en tout cas. Ils ont dégoûté les gens de la politique. Et de ce fait, après, c'est très difficile de renverser la tendance. En fait, c'est le système de façon générale. C'est pas l'un ou l'autre, plus que l'un ou l'autre, un truc comme ça. Bon, alors c'est vrai que pour les départementales, il y en a qui nous disent ouais, c'est le système Madrel, c'est voilà quoi. Il y en a même qui vont jusqu'à dire c'est un système mafieux. Et alors, ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que quand on leur dit, vous pouvez nous dire ça, ils disent non, non. Et ils ont une crainte aussi par rapport voilà, à ce qu'ils disent. Ça veut dire, pour nous, démocratiquement, quand les gens ont peur de s'exprimer de ce qu'ils pensent, pour nous, c'est un déclin de la démocratie, la liberté d'expression. Ils ont peur, vous voulez dire que ça va leur retomber dessus, parce qu'ils s'expriment publiquement, et que le fait qu'ils s'expriment publiquement, après... Oui, bon. Oui, il y a une exaspération générale. Oui, non, mais il y a eu trop aussi de cas qui ont fait que... Moi, ma première phrase était de dire, tant que les politiques ne sont pas plus vertueux, ils vont finir par écœurer la population. C'est ce qui s'est passé. On en est là, maintenant il faut relever le niveau. Est-ce qu'il y a des gens qui incarnent suffisamment de probité, de rigueur pour relever le niveau? J'espère, mais c'est long, tout ça, il va falloir du temps. Dans l'immédiat, on est dans l'urgence et tout. Attendre le Messie, là, comme ça, non. Voilà, il faut que tout ça se mette en branle. À force, je pense qu'il y ait eu de cas, c'est-à-dire qu'il y a eu de politiques qui se sont mis en exergue par leur crapulerie, par leur façon un petit peu non vertueuse de procéder. Je prends l'exemple Cahuzac compagnie, ça j'en parle aisément parce que moi je viens du Lot-et-Garonne, je suis Villeneuve-sur-Lot à la base, j'ai bien connu les personnes, etc. Donc lui, bon, ça a été quand même le sommet de l'escroquerie quelque part. Donc tous ces exemples-là, ça fait que ça décrédibilise l'ensemble. Et tout empathie, quoi, tout ça. Donc après, une exaspération, tous pourris, on connaît le truc, tous pourris, machin. Ouais, mais bon, si on fonctionne comme ça, si on vit comme ça, c'est affligeant, quoi. Moi je ne peux pas vivre comme ça. Donc j'essaie de croire qu'il y en a quand même qui valent mieux que ça. Et je fonctionne par rapport à ça, plus que par rapport à l'inverse. Voilà. Eh bien, nous sommes dans le charmant village d'Arbanat, chez Monsieur Claveau. Monsieur Claveau, bonjour. Est-ce que vous connaissez Monsieur Pernin? Monsieur Pernin, je ne le connais pas. Je sais qu'il se présente aux élections départementales. Voilà. Alors, effectivement, il se présente au départemental. Vous l'auriez en face de vous, que lui demanderiez-vous? Je fais partie des gens, de 30 à 40% des gens qui ne votent plus, et parce qu'il y a trop de magouilles. Vous pensez qu'il y a trop de magouilles, trop de copinage. Voilà. Mais vous pensez à autre chose également? Est-ce qu'il n'y a que cela pour lequel vous ne votez pas, ou bien il y a d'autres raisons? Non, il y a trop de copinage et puis ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, voilà. Alors dites-moi, vous l'auriez en face de vous, Monsieur Pernin. Que lui demanderiez-vous, ne serait-ce que pour revoter? Pour revoter, il faudrait que d'abord ils soient plus sérieux qu'ils le sont. Parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'écoutent plus les électeurs. Il n'écoute plus les électeurs et c'est la raison pour laquelle donc vous avez pris cette décision. Voilà. Si vous pensez réellement que M. Pernin peut arriver à accéder à vos désirs, sincèrement, vous voterez pour lui? Oui. Enfin, il faudrait. S'il est sincère, oui. Je ne vais plus voter parce que je ne les crois plus sincères. Ces gens qui ne veulent plus voter, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pernin?
Mais écoutez, ce que j'en pense, ça glace un peu le sang, quoi, quand même. Hein, je trouve que c'est édifiant d'entendre ça. Hein. On a des pays dans lesquels, malheureusement, on ne peut pas aller voter. Hein, et nous, on est dans des pays où on a la possibilité d'aller voter, parce que la démocratie nous en donne la possibilité. Que d'entendre ça, ça fait simplement bizarre. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, trop souvent, dans les périodes électorales, on fait ce qu'on appelle un programme, une liste de courses, à l'observation d'un certain nombre de choses. Et quand on est en fonction, à l'exercice de son mandat, on n'y est plus. On n'y est plus. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, très clairement, c'est qu'il faut que ça change. C'est-à-dire que on s'inscrit sur un parcours, on est allé voir des gens, on a construit des réflexions et on veut monter un projet. Mais il faut que le jour où nous sommes élus, nous soyons au rendez-vous de ça. C'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut honorer l'élection par l'action que l'on met au quotidien. Et malheureusement, trop souvent, les gens constatent que finalement, on l'a élu, mais on ne le voit plus. C'est ce qu'on entend souvent. Alors, c'est Alain qui disait dans le reportage que vous avez fait, est-ce qu'il sera au rendez-vous, est-ce qu'il sera sérieux quelque part? Bon, ça peut se décréter, mais il faut pouvoir le prouver. Alors, moi, ce que je propose, c'est par le parcours, je dirais, qui n'est pas un parcours carriériste personnel, c'est de dire, certes, il faut bien un programme pour donner une vision, mais je le respecterai, c'est-à-dire que je serai sur le terrain pour dire voilà ce qu'on peut faire et voilà exactement vers quoi on veut vous amener. Mais redonner de l'espoir, c'est se mettre dans l'action. Parce que sinon, dans 6 ans de là, ce sera pire, parce qu'on va encore se retrouver avec des déceptions. Alors, c'est ça le message que je souhaite passer, c'est un message d'originalité sûrement, mais un message de quelqu'un qui a d'abord fonctionné dans la société civile, comme toutes et tous. On avait donc ce commerçant, moi aussi j'ai été dans le monde professionnel, indépendant, donc on peut dire quelque part que l'on se ressemble. Donc autant que faire se peut que cette élection, ou en tous les cas cette démarche vers les habitants, vers les commerçants, vers les entreprises, vers les jeunes et les moins jeunes, eh bien se concrétise demain dans quelque chose qui se mettra véritablement en place avec une disponibilité totale. Ce que je crois aussi, dans ce que j'ai entendu, c'est la sincérité, mais la sincérité c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens aujourd'hui, avoir trop de mandats en même temps. Quand bien même ils sont nobles, quand bien même ils sont le résultat d'un parcours et d'une élection. Pour autant, c'est de la disponibilité que les gens attendent. Et je serai à ce rendez-vous.